Si vous voulez, voilà, c'est bon. Allez, on va lancer maintenant. Je partage mon écran. Alors, c'est un débat, hein, je dois avouer que j'ai compilé pas mal de données sur le sujet. Donc, j'apporte, je pense, pas mal de matières premières. Mais bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir vos interventions. Voilà, je regarde sur le Slack Commento si jamais j'en ai qui demandent ah, c'est où le lien? Voilà, ok. Allez, donc, alors, concrètement, les différentes parties qu'on va aborder, c'est quelle inflation? Pourquoi sur durée? Pourquoi ça ne durerait pas? Parce que je ne sais pas si vous avez entendu, hein, disons que les États, ils ont tendance à essayer un petit peu de calmer les gens en disant mais non, mais c'est conjoncturel, ça va pas durer, etc. La BCE, les banques centrales aussi. Donc on va quand même faire, en tout cas j'ai fait l'exercice de pourquoi ça durerait, pourquoi ça ne durerait pas. Les conséquences, quelques conséquences au niveau de l'inflation. Ok, le multi-devise, les marchés les plus résilients, métaux, les investissements intéressants à faire, et puis petite conclusion. Voilà. Donc, alors, quelle inflation déjà? Bon, ben déjà, pourquoi on chope un peu plus d'inflation et pourquoi? Alors, j'ai fait l'exercice de pourquoi ça durait, pourquoi ça ne durait pas, mais j'ai quand même un biais sur le pourquoi ça durait. Choc déjà de demande. Bon, ben voilà, hein, ça c'est le truc, je pense que vous l'avez tous constaté. Forcément, problématique de production, et ça a touché le monde entier. Donc, problématique de production, ça veut dire une problématique d'offre, en fait. Alors, pendant le Covid, ça se voyait moins parce que les gens consommaient moins, qu'ils ont accumulé aussi de l'argent, là, on parle de 50 ou 200 milliards rien que pour la France. Je crois que c'est là, hein, pour ce niveau financier là, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est assez important en termes de réserve d'argent pour consommer. Bon, ben, forcément, une perturbation de la production. Donc, eh ben, là, on le voit au niveau des prix du pétrole qui ont augmenté, les prix des matières premières. On parle du bois qui a doublé. Euh, on parle d'une manière générale hein, des matières premières pour lesquelles les prix ont augmenté. Et ça, c'est au niveau des matières premières. Ça a été constaté. On n'a pas encore eu toutes les conséquences sur, bien sûr, les, euh, les produits qui manufacturaient qui utilisent ces matières premières pour pouvoir générer des produits finis, en fait. Donc, on n'a pas eu encore la totalité des conséquences de cette hausse des matières premières. Donc, choc de la demande du fait d'une limitation de la production. Alors ça, je vais en parler, hein, c'est lié aussi avec la partie choc de productivité, mais ça d'une manière plus diffuse dans le temps. Bon, ben, le fait qu'on ait une réserve d'argent qui a été accumulée, et là on le voit en ce moment avec la diminution du Covid, d'une manière générale, en tout cas du nombre de cas à travers le monde, et ben, les gens sortent un peu plus, ils se remettent à profiter, on va dire, un peu plus des extérieurs, de se voir les uns les autres, des restaurants, etc. Et d'une manière générale, on le voit aussi au niveau des marchés, hein, on a une stagnation un peu partout, parce que les gens ont d'autres choses à faire, tout simplement. Et comme c'est la plupart du temps le retail qui génère le plus de volatilité, eh ben, forcément, on a moins de volatilité. Euh, et puis, réserve d'argent accumulée, forcément, les gens étaient bloqués chez eux. Et puis, il y a eu, bah, vous l'avez vu, hein, l'hélicoptère monnaie, ou en France, d'une manière détournée avec le chômage partiel, ce qui était une manière aussi de fournir de l'argent directement aux ménages. Ou alors bah, on l'a vu hein, pour les auto-entrepreneurs, on sait comment ça fonctionne. Hein, bon, bah, on a des aides et puis bon, bah, on va s'arranger pour potentiellement décaler du chiffre d'affaires histoire de profiter des aides et de limiter la baisse de chiffre d'affaires qu'on a pu avoir sur l'ensemble de l'année, ou parfois même pas. Euh, donc, réserve d'argent accumulée, ce qui fait que là, les gens se remettent à sortir. Et c'est pas, ils sont pas tous aussi avertis que nous avec la possibilité en se disant, bah, cet argent-là, je vais pas juste consommer, je vais l'investir pour pouvoir me créer des revenus passifs ou tout simplement faire fructifier mon capital. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est vouloir le dépenser. Et comme ils veulent le dépenser et qu'on a eu une diminution de la production,
eh ben, on a un choc de demande et c'est ce que l'on constate actuellement, un choc de demande qui, à mon sens, n'en est encore alors, on est dedans, mais encore au début. En tout cas, c'est mon point de vue, puisqu'on n'a pas encore toute la partie conséquence sur la hausse des prix de l'énergie des matières premières qui s'est diluée, on va dire, dans le prix des produits. Et là-dessus, d'ailleurs, on y reviendra, mais on a pas mal de matières premières qui viennent de pays dits émergents. Euh, et du côté de l'énergie, ben, les productions pétrolières, ils n'ont pas forcément intérêt à tout de suite réouvrir les vannes. Et certains, alors j'entends des. Ah, c'est Kaed. Kaed, je te passe en muet parce qu'il y a du son parasite qui vient a priori. Je ne sais pas si tu essayes de nous parler. Bon, là, il n'y a plus de son, donc ça devrait le faire. Qu'est-ce que je disais? Oui, du côté des producteurs de pétrole, ben, ils n'ont pas forcément intérêt à réalimenter le marché avec plus de pétrole parce que ben, tout simplement, ils font plus de profit. Et puis, de toute manière, s'il y a eu des puits qui ont été mis en stand-by, et ben, ça ne se réouvre pas du jour au lendemain, il faut du temps. Donc, choc de demande. Choc monétaire, alors là-dessus, je vous ai mis ce mind mapping, je vous le partagerai. Et puis, je le mettrai, si je diffuse la vidéo sur YouTube, je le mettrai aussi en description de la vidéo. Dans tous les cas, vous y aurez accès en termes de replay. Bon, ben, choc monétaire, hein, là, je vous ai mis un petit lien. On a, vous le savez, vous en avez entendu parler, mais la masse monétaire qui s'est accrue d'une manière qui est juste monstrueuse sur ces dernières années et qui s'est encore plus accélérée là, avec la période Covid, ça a été l'ouverture des vannes à tout bas. Choc de productivité, eh ben, le truc, c'est que au-delà de perturber ou même d'arrêter complètement les productions, aujourd'hui, on le constate, hein, notamment en France, hein, c'est, je dirais, du bon sens limite paysan. Et le bon sens paysan n'est pas forcément négatif. Hein, voilà, ça a son utilité, clairement. Ben, on le voit au niveau forcément des restaurants. Ils ont ben, les mêmes coûts, mais ils peuvent accueillir moins de gens. Ben, forcément, ouais, à un moment donné, il va falloir qu'ils augmentent leur prix. On le voit de toute façon dans la plupart des métiers. Hein, on doit mettre en place euh, des procédures de sanitaires supplémentaires et ça réduit les capacités, la productivité. À un moment donné, si ça réduit la productivité, eh ben, les coûts, eux, restent présents et même peuvent se sont accrus puisqu'il y a des mesures à mettre en place. Et qui dit coût accru et productivité réduite, veut dire qu'à un moment donné, bah, ça va se répercuter aussi sur les prix. Et donc, bon, bah, ça vient aussi nourrir l'inflation. Donc, on a de la friction supplémentaire dans tout ce qui est chaîne de production, diminution de la rentabilité. Et ça, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, les gens, pour survivre, tout simplement, eh ben, il va falloir qu'ils ont commencé, hein, on l'a déjà constaté. Et ça, d'ailleurs, j'en avais même parlé sur ma chaîne il y a maintenant 1 an, en disant que bah, ce genre de choses allait arriver. Donc, je suis pas seul, je n'étais pas seul à le dire de toute manière. Hein. Donc là, on le constate. Et là, ben, n'hésitez pas à réagir hein, par rapport à ça, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et d'ailleurs, l'objectif là, c'est que moi, je vais dérouler tout ce que j'ai pu collecter comme données et mon point de vue sur tout ce que j'ai pu analyser. Mais n'hésitez pas à intervenir hein, au fur et à mesure et à réagir par rapport à ça. Donc là, la question que je vous pose tout de suite, c'est OK, est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez constaté comme ça une augmentation des prix, comme moi j'ai pu le faire, ou pas. Je vous laisse réagir par rapport à ça. Alors Christophe, tu interviens, mais je t'entends de très 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 loin. C'est très diffus. J'ai entendu, tu m'entends, mais c'est vraiment vraiment très loin, quoi. Je devine ta voix plus qu'autre chose. Alors en attendant que Christophe règle le micro, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire un retour sur le sujet? Xavier, Benjamin, Cad, Boris. Tu m'entends? Ouais, ouais, Damien. Ok, bah moi j'ai juste une petite remarque à faire moi, à titre personnel, pas spécialement, mais là je suis en lien avec un atelier de travail de bois et
et ce qu'ils m'ont dit, c'est que les matières premières, et le bois notamment, étaient de plus en plus chers et que les fournisseurs les prévenaient, quoi. Donc c'était voilà, c'est indirect. D'accord, ok. Et peut-être je sais pas s'ils ont évoqué eux l'incidence que ça allait avoir sur leur prix. J'imagine qu'ils vont le Si reporter. bien sûr, bah oui, c'est ouais, ce sera reporté de toute façon, c'est pour qu'ils conservent leur marge, quoi. Je veux dire, Ouais, ouais, c'est évident. ok. Donc bon, bah là, ouais, bah c'est effectivement là les fournisseurs préviennent et donc on n'a pas eu encore toutes les conséquences sur les prix des produits finis. Merci Damien. Ouais, Euh, pareil, moi je parlais à un architecte qui me disait que pareil sur le bois, ça avait pris 30% en l'espace de quelques mois, et que les gars qui avaient signé des devis, les menuisiers, il y a 6 mois, ils étaient pris à la gorge là par rapport à leur devis. Effectivement. S'ils doivent acheter maintenant ouais, ouais, j'ai le même écho. Ça, c'est un élément intéressant hein, parce que effectivement, quand il y a des mouvements brusques comme ça des prix, ça amène de l'instabilité au niveau de l'économie parce que ben, typiquement, voilà, c'est que quand on a des productions au niveau construction où il y a des constructeurs qui s'engagent sur des prix et où on a des constructions qui durent 1 an, 2 ans et que on se prend des plus 30%, voire même plus sur d'autres matières premières pendant ces 1, 2 ans, bah, ça met à mal aussi certains métiers, clairement. Donc, le fait d'avoir justement le fait d'avoir un contrôle de l'inflation, c'est assez important dans la capacité pour que ce soit pas le chaos en fait, simplement, pour qu'on ait une économie qui soit fluide, qui fonctionne bien. Parce que si on a une incertitude forte sur l'avenir, et ben, là aussi, hein, ça va pas inciter non plus à entreprendre et c'est pas bon pour l'économie et la croissance en général. Euh, Quelqu'un d'autre veut intervenir? Merci Boris, hein. Alors n'hésitez pas à utiliser sur Zoom le petit truc qui permet de lever la main si jamais il y a besoin à un moment donné. Euh, ok, je poursuis du coup. Alors le pourquoi ça durerait? Bah déjà, les réactions des banques centrales. Bah, en fait, c'est tombé ce matin. Concrètement, bah, on le sait maintenant, ils ne bougeront pas les taux avant 2023. 2023, c'est quand même dans 1 an et demi. Et en fait, c'est même pas qu'ils ont dit qu'ils allaient augmenter les taux en 2023, c'est qu'ils se reposeront la question en 2023. Donc, bah, en clair, ça continue d'être la fête sur les marchés. Et puis, bah, au final, pas de limitation de l'inflation. Parce que l'objectif, le fait de pouvoir, le fait d'augmenter les taux, bah, c'est normalement, ça permet justement de limiter l'inflation. Donc là, bon, bah, en clair, ce que disent les banques centrales, c'est bah, on n'augmente pas les taux. Et donc, il y a pas de mécanisme mis en place de leur côté pour pouvoir limiter cette inflation. D'où le discours, je pense aussi, hein, globalement politique, de dire non, mais c'est conjoncturel, vous inquiétez pas. Enfin voilà, vous savez comment ça marche, hein. C'est comme pour le pass sanitaire. Non, non, mais de pass sanitaire, il n'y en aura pas. Voilà, c'est toujours, on dilue des petites informations, on crée des petits, voilà, on balance des trucs qui provoquent de la réaction. Et puis au final, on a des choses qui font moins que ce qui a provoqué la réaction. Et du coup, les gens, c'est une espèce de fuite en avant. On épuise le public avec ce genre de choses, quoi. Donc, réaction des banques centrales, ben, les diminutions de rachat d'actifs, de la même manière, ben, c'est pas trop prévu. Et donc, ça nourrit aussi, ça nourrit l'inflation. Au contraire, ils continuent de racheter des actifs. Donc, ça veut dire que on a un acteur sur le marché qui vient nourrir de la demande. Et puis, de la même manière, alors, augmentation des taux, ben, là, ok, hein, clairement, c'est beaucoup trop risqué, en fait, d'augmenter les taux parce que les États sont surendettés. Et bon, bah, là, c'est ce qui est tombé ce matin, annoncé en 2023. Ils reviendront sur le sujet. Donc, ça veut dire que, clairement,
Et c'est pour ça que c'est. Alors, je dois avouer que j'ai du mal à comprendre pourquoi on s'est tapé une baisse de l'or. Mais je pense en fait, là, je viens d'y penser au moment où j'en parle. Je pense que c'est tout simplement parce que la Fed continue sur le marché et que l'augmentation de l'or était venue aussi pour se protéger de la baisse des marchés si ils se mettaient à remonter les taux. Ça, c'est assez logique. Pour ma part, ben, en réaction avec l'inflation qui va être plus forte à venir, bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, je vais en racheter. Voilà. Donc, augmentation des D'ailleurs, coûts. Oui, la diminution de l'or, elle est à mettre en face de l'augmentation du dollar. Le dollar index, il a ah une oui. belle bougie haussière aussi. Ouais. Ah, ok, d'accord. Effectivement, j'ai vu passer ça sur Twitter. Après, j'ai pas pris le temps de regarder le truc, mais d'accord, ok, intéressant. Merci Damien. Ça a du sens. Ça a du sens. Euh, alors, si jamais, même chose, hein, vous avez des petits liens dans mon mind mapping. Voilà, la politique monétaire, le contrôle de l'inflation par la banque centrale. Bon, ça explique en fait comment les banques centrales contrôlent, enfin en tout cas les outils qu'elles ont pour contrôler l'inflation. Ben, concrètement, c'est les taux, les taux directeurs et puis la masse monétaire. Bon ben là, masse monétaire, c'est à foison et taux directeur, c'est au minimum. Donc rien pour limiter en fin de compte l'inflation à venir. Après, il y a aussi, alors pourquoi ça durait? Ben, c'est tout simplement parce que quand on a une augmentation des prix qui commence, ben, c'est difficile de revenir en arrière. Quand on a des gens, en plus de ça, franchement, on a un public qui s'est habitué à certains prix. Euh, Même si on a les matières premières qui baissent, bon, bah, on va pas avoir une baisse qui va être de la même proportion que la hausse. Je veux dire, les prix vont moins baisser proportionnellement par rapport à la baisse des matières premières que la hausse qu'il y a eu. Et en plus de ça, on a différents facteurs là qui s'accumulent au niveau de l'inflation. Donc, je disais, un choc de demande, choc monétaire, choc de productivité. Donc, juste la partie matière première nourrit l'inflation, mais il n'y a pas que ça. Et voilà, et c'est pour ça qu'une augmentation des prix, non seulement il y a l'effet, ça va être difficile de rebaisser, surtout quand le public s'est habitué à ces prix-là, et aussi le fait que bah, c'est alimenté par toutes les mesures, les nouvelles contraintes réglementaires hein, qui viennent se mettre en place. Euh, Après, alors, en fait, avant Covid la crainte, c'était la déflation. Et bon, bah, ça, c'est des choses que j'ai pu voir, des explications d'économistes. C'est que là, l'occasion avec le Covid, c'est de sortir d'une tendance déflationniste. Et c'est une aubaine pour les États parce que pour eux, l'inflation, c'est bien. Tout simplement parce que ça diminue le poids de la dette. Voilà, qui dit inflation, dit une augmentation des prix, dit une augmentation aussi des recettes des États. Euh, donc, ça fait augmenter les recettes et diminuer le poids de la dette. Donc, bah, au final, nos États surendettés, eux, ils ont plutôt intérêt à ce qu'il y ait de l'inflation plutôt que de la déflation. Les taux bas, bah, ça continue d'alimenter les bulles. Et puis là, bon, bah, voilà, ça a été annoncé, on reste à des taux bas. Donc, ça alimente les bulles au niveau de l'immobilier et au niveau des matières premières de la même manière. Et puis aussi, bien sûr, de tout ce qui est classe d'actifs, en fait. Hein, ça va d'autant plus l'alimenter que les gens vont avoir tendance à fuir la monnaie. En tout cas, on va y venir hein, dans cette partie-là, les devises, justement, de fuir le dollar, de fuir l'euro, de fuir toutes les monnaies qui subissent le plus cette inflation pour aller se réfugier bah, sur des classes d'actifs. Alors là, c'est un des problèmes, hein, on va l'évoquer tout à l'heure, c'est OK, quelle classe d'actifs aujourd'hui est le moins en bulle et le moins cher et sur lesquels on pourrait éventuellement aller. Et puis bon, voilà, ça je le disais juste avant, bah, ça arrange les États surendettés du travail. Et ça, c'est d'ailleurs un truc hein, qu'ils disent clairement au niveau des dirigeants. Hein. Les gens préféreront avoir du travail plutôt que de l'épargne. Donc, bah, l'inflation, ça vient avec des taux qui restent bas, ça vient directement rogner l'épargne des gens.
Mais bon, c'est un choix délibéré. Et ça, encore une fois, arrange bien les États surendettés. Ça continue, en fin de compte, cette fuite en avant de cette mauvaise gestion euh, des pays, de leurs dépenses. Bon, bah, jusqu'à quand ça tiendra? Bon, bah, manifestement, à un moment donné, ça pourra plus durer. On arrivera au bout du système. Le problème, c'est quand. Voilà, c'est toujours la problématique, c'est de savoir quand est-ce que ça va arriver. Et puis, alors, besoin des pays émergents. Ouais, c'est vrai, j'avais noté ça aussi. Euh, Bah, les besoins des pays émergents, ils augmentent. Et effectivement, de leur côté, ils ont potentiellement de la croissance, ils sont dynamiques. Ils ont besoin de matières premières aussi. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui, notamment qui viennent du continent de la partie de l'Asie. Et vu qu'ils se mettent de plus en plus à consommer eux-mêmes dans leur propre marché, et ben, là où ces dernières années, on avait profité aussi, on a un niveau de vie qui a augmenté parce qu'on avait des choses qui venaient des pays émergents à des prix plus bas. Ben, eux, aujourd'hui, ils se mettent de plus en plus à consommer et forcément, ils auront, surtout avec un choc d'offres, une problématique en termes d'offres, et ben, ça va d'autant plus nourrir l'augmentation des prix d'une manière générale. Ouais, Thomas, je t'ai vu lever la main. Ouais, juste pour dire, je sais pas si tu as vu au Liban, la monnaie, elle a chuté de 90%, je crois. Il y a eu Euh, une grosse baisse. ouais. Alors attends, Liban, parce qu'il y en a. Alors non, attends. J'avais vu que c'était en Turquie où ça avait pris tatane. Non, Liban, j'ai pas vu. C'est tout récent là? Ouais, j'ai vu passer quelque chose il y a 2 jours là-dessus. D'accord, ok. Ben ça pique, effectivement. Peut-être un pays de plus qui va choisir le Bitcoin comme monnaie alternative. Ouais, Avec- bah ouais. Ah oui, c'est effectivement, ça date. Le Liban plonge dans le chaos économique, 17 mars 2021. D'accord, c'est sur les derniers mois. Je n'ai pas suivi plus que ça parce qu'effectivement, c'est. Mais le Liban, ça fait un moment qu'ils ont des problèmes, hein. Ça fait un petit Oui, moment qu'ils ont des problèmes, hein, quand même, hein. ouais, bah oui, avec la corruption de l'État, tout ça. Ouais, ouais, bah ouais, effectivement. De toute façon, là, ce que l'on a vécu a mis à mal les économies, a mis à mal l'économie mondiale. Et forcément, il y a les pays les plus faibles qui prennent en premier, bah, comme d'ailleurs pour les, les, euh, les classes les plus pauvres, c'est eux qui souffrent le plus en premier. Merci pour le partage, Thomas. Alors, j'ai quand même fait l'exercice un peu en mode synthèse, antithèse, comme à l'école. Ok, bon, pourquoi ça ne durerait pas? Bon, bah, réaction des banques centrales. Si elles diminuent les achats d'actifs et qu'elles augmentent les taux, bah, manifestement, elles ont décidé de ne pas le faire. Donc, bon, bah, le scénario de pourquoi ça ne durerait pas, pour ma part, j'ai du mal à y croire d'autant plus. Choc de la demande conjoncturelle. Bon, bah voilà, il y a ce truc qu'on entend régulièrement au niveau des masses médias. Mais non, c'est conjoncturel, c'est parce que là, les gens, ils se remettent à consommer, etc. Ouais, sauf que, ok, si, avec ça, mais on a aussi tout le reste. Ok. Alors ça, c'est moi qui ai noté le truc. C'est une réflexion vraiment personnelle. Les entreprises peu rentables alimentées par les taux bas. Le truc, c'est que on a des tas les entreprises zombies. Alors les entreprises zombies, hein, pour expliquer rapidement ce que c'est tout simplement celles qui payent plus de dettes qu'elles ne génèrent de rentabilité. Et comme elles roulent leurs dettes, avec des taux qui continuent de baisser, bah, elles continuent à survivre alors qu'elles devraient mourir et être remplacés par des entreprises qui sont plus efficientes. C'est comme ça, normalement, que sont censés fonctionner les marchés. Bon, ben là, le problème, c'est qu'elles continuent de fonctionner, ces entreprises-là. Elles sont peu efficientes, elles sont peu rentables et elles viennent alimenter une offre qui, au final, est au détriment des entreprises qui, elles, sont efficientes et rentables. Donc, ça diminue on va dire, en fait, c'est mauvais pour la croissance, hein, tout simplement. Bon, voilà, et s'il y en a suffisamment, est-ce que ça peut amener trop d'offres et donc éventuellement une baisse des prix au global?
Bon, très franchement, c'est assez fumeux. J'ai essayé vraiment de faire l'exercice jusqu'au bout, d'essayer de trouver des raisons de pourquoi ça ne durerait pas. Mais j'ai eu assez de mal, hein, je dois avouer. Certainement, peut-être parce que j'ai un biais, voilà, un biais. J'ai vraiment essayé de faire l'exercice, hein, mais j'ai quand même un biais en me disant, on va avoir plutôt de l'inflation. Ensuite, autre raison pour lesquelles ça pourrait durer, alors même chose, hein, c'est réflexion personnelle, ben, dans le sens où, alors, c'est pas nouveau, hein, mais on le voit quand même depuis 2008, il y a du quantitative easing et puis l'argent reste plutôt bloqué dans les actifs de type action, même actifs risqués. Ça vient aussi, d'ailleurs, nourrir tout ce qui est private equity. Bon, bah, si l'argent reste bloqué dans les bulles au niveau des actifs dits risqués, au niveau des marchés, bon, après, est-ce qu'on peut pas dire que d'une certaine manière, c'est aussi de l'inflation? À mon sens, oui. C'est juste que c'est moins directement palpable, on va dire, pour le grand public. Ok, est-ce que il y a des interventions? Ok, pas de réaction particulière. Alors, je poursuis. Conséquences, ben, concrètement, ben, déjà un appauvrissement. Parce que je ne suis pas certain du tout que les. Alors, pourquoi en fait il y a un double effet qui se coule? Je pense que notamment dans des pays comme la France, où on est champion du monde à ce niveau-là, je crois que la poids des impôts, alors sous différentes formes, hein, CSG-CRDS, on va aller taxer des choses où il y aura pas forcément beaucoup de gens. Ben, les auto-entrepreneurs, hein, on l'a vu, hein, ils vont commencer, ils ont rehaussé les charges sur eux. Donc, ils vont aller taper, forcément, on va avoir une augmentation des impôts et les rémunérations ne vont pas forcément augmenter aussi vite que l'inflation. Donc ça, bah, ça entraîne un appauvrissement. Et un appauvrissement, donc nourri par à la fois le fait que aujourd'hui on est des taux, on le voit aussi en Allemagne, hein. Ils avaient dit, OK, plus de 100 000 euros sur les comptes, et ben, à ce moment-là, on applique des taux négatifs. Là, ils ont dit, ouais, on va baisser à 50 000 pour tous les nouveaux clients et ils commencent à en parler pour 25 000. Donc bah, comme d'habitude, hein, c'est un ruissellement vers le bas, hein, ça touche les plus riches. Et puis ensuite, ça vient toucher les classes les moins aisées. Et comme souvent, les plus riches, eux, ont les moyens de trouver des solutions pour y échapper. Et puis ceux qui vont manger, eh ben, c'est la classe moyenne et ceux qui ont le moins d'argent. Donc appauvrissement. Et qui dit appauvrissement, et ça c'est d'ailleurs une notion qui est assez intéressante, c'est de comprendre que pour les gens qui ont un niveau de vie qui est assez bas ou qui sont même dans la classe moyenne basse. Fabien. Ouais, Fabien, si tu veux intervenir, vas-y. J'ai vu que tu avais levé la main. Tu as le micro désactivé. Oui, pour l'appauvrissement dont tu parlais, moi je pensais plus que ça serait un appauvrissement du type pour les salariés, ceux qui ont des salaires fixes ou alors ceux qui sont pas endettés, parce qu'en soi, comme les États, les personnes endettées, elles peuvent profiter aussi de l'inflation. Puisque sur le long terme, l'argent, comme il va perdre de sa valeur, si tu as contracté pas mal de crédits, en l'occurrence, tu t'enrichis. Alors, ça dépend de qui on parle. Pour moi, le gars lambda qui achète sa maison et qui, effectivement, sur le papier, a un accroissement de son capital parce que au niveau de l'immobilier, c'est un actif, ça prend de la valeur. Sauf que bah, sa maison, ça reste sa maison et qu'il l'habite et qu'au final, au jour le jour, ça ne lui apporte pas plus de valeur. Et que, bah, comme on a un marché de l'immobilier où les prix augmentent globalement, quand il va vendre, bah, il va aussi avoir à racheter des choses qui font plus cher. Donc pour moi, ça, c'est un peu un miroir aux alouettes. Après, par contre, pour les gens qui sont investisseurs, qui investissent dans l'immobilier, effectivement, pour ces gens-là, et je pense, enfin, voilà, tu étais concerné, Fabien, hein, pour ces gens-là, effectivement, c'est une bonne nouvelle potentiellement. Ouais. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire?
Oui, exactement. Mais aussi, je pensais que les classes moyennes, à l'inverse de ce que tu disais, que justement les classes moyennes peuvent donc s'endetter et pas forcément s'appauvrir. C'est juste, ça va, je pense, creuser les écarts. Pour les plus pauvres resteront plus pauvres sur le sujet, quoi. Ceux qui n'investissent pas, en l'occurrence, c'est les épargnants, quoi. Ouais, C'est bah, tout. pour moi, Ouais. c'est le gros de la classe moyenne, ils investissent pas, hein. Parce que nous on s'habitue à, on est entouré parce qu'on a créé cet entourage, donc on a une vue biaisée, parce qu'on en a que des gens, enfin beaucoup de gens autour de nous qui sont dans cette dynamique-là. Mais le gros de la population, alors même si on a un élan en direction de l'investissement, etc., le gros de la population n'a pas ce réflexe-là, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Ouais, ouais, non, 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 mais c'est partagé en partie. Après, sur la partie appauvrissement, je pense que on va avoir un poids des impôts qui va augmenter. Et ça, c'est là aussi où je voulais en parler, le reste à vivre. C'est que on va avoir un reste à vivre qui va diminuer. Euh, Parce que, en fait, la part de reste à vivre, c'est la part de liberté des gens. C'est que, bon, bah, on a il y a plein de dépenses. Et voilà, pour aller, quelqu'un qui gagne, on va dire, allez, 1500 ou 2000 euros par mois. Bon, il en reste à vivre à la fin du mois qui est par exemple de allez, 200 euros. 200 euros en fin de compte de liberté pour pouvoir aller au resto, s'acheter des trucs qui lui font plaisir, aller au cinéma. Bon, bah, quand on a de l'inflation sur les services, qu'on a une augmentation du poids des impôts, qu'on a une augmentation de l'essence, qu'on a une augmentation du prix des produits finis, une augmentation du prix de l'alimentation. Là aussi, hein, j'ai vu passer, c'est le PDG de Danone qui a alerté sur le fait qu'il il y avait une tension qui était en train de se créer sur l'alimentaire aussi. Et ben, c'est un reste à vivre qui diminue. Et pour ces gens-là, c'est au final leur marge de liberté qui diminue aussi. Et, euh, et là où, tu vois, il suffit qu'il y ait une augmentation de 10 euros par-ci, 20 euros par-là. Et en fait, quand sur la part du reste à vivre, sur 200 euros, bah, si tu as 50 euros de plus de choses à payer, bah, ça fait si je dis pas de conneries, 25% du coup de ton reste à vivre, de ta marge de liberté qui diminue. Et donc, en fait, c'est un appauvrissement qui est assez lourd, quoi, à mon sens. Si tu veux réagir, Fabien, vas-y. Tu as le micro désactivé. Oui, non, non, je suis d'accord avec toi sur cet aspect. Moi, je pensais plus que les classes moyennes pouvaient tirer leur épingle du jeu parce on a beaucoup brossé dans le sens du poil pour investir sur des Pinel, ce genre de, même si c'est surcoté et que c'est assez cher, mais je pensais que du coup, vu qu'ils s'étaient assez appauvris, mon raisonnement était comme ça, enfin endetté ou appauvri, comme on voulait. Ils pouvaient tirer leur épingle du jeu pour ceux qui avaient fait les fonctionnaires ou autres, qui avaient fait ces investissements-là un peu hors de prix. Mais ouais, voilà, c'était ce que je voulais partager. Après, encore une fois, hein, c'est une part qui est faible de la population, hein, clairement. C'est c'est- c'est loin d'être la majorité des gens, d'avoir des investissements d'un côté, très très loin. On est déformés, nous, parce qu'on en côtoie beaucoup. Mais faut pas oublier que c'est vraiment, voilà, c'est une petite partie de la population. Mais tu as raison, hein, je te rejoins là-dessus. Ces gens-là, potentiellement vont profiter de la chose. Encore faut-il que leur loi Pinel soit des endroits qui, justement, ne vont pas être touchés par la rebattage des cartes qu'on a au niveau de l'immobilier. Euh, alors, fuite du placement des obligations. Alors, bah, ça, c'est là aujourd'hui, hein, tout ce qui est assurance vie, etc. Ils arrivent à garder un peu des taux parce qu'il y a une espèce de réserve des obligations qui, avant, avaient des taux qui étaient plus importants. Mais aujourd'hui, on est rentré dans un monde où il y a des obligations qui ont de plus en plus des taux potentiellement négatifs extrêmement bas. Ou alors, quand on a des obligations avec des taux un peu plus élevés, c'est aussi qu'il y a un risque qui est plus fort, quoi. Donc, ça fait aussi une perte de diversification. Et ça a aussi un appauvrissement, hein, le fait de ne pas pouvoir faire fructifier son capital.
surtout à une époque où c'est un peu potentiellement salutaire le fait de prévoir, d'avoir du capital de côté et en capacité de pouvoir le faire fructifier pour pouvoir s'assurer une retraite correcte. Parce que là aussi, on l'a vu, hein, les retraites aujourd'hui, le montant des retraites ne suit pas, ne suit pas l'inflation, surtout qu'en France, elle est sous-estimée, quoi. Ok. Est-ce que voilà, n'hésitez pas hein, s'il y a d'autres réactions, vous pouvez. Alors, Thomas et Fabien, vous avez du coup la main qui est restée en mode levé. Du coup, je ne sais pas trop si vous voulez réintervenir ou c'est juste que c'est resté. Voilà. Ok. Alors, le multiple de devises. Bon, bah, choisissez votre poison hein, aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est presque, ça c'est intéressant, c'est presque globalement une stratégie de quantitative easing, le fait de balancer un bloc de masse monétaire. C'est globalement un truc qu'on retrouve dans la plupart des pays développés. Alors, j'ai pas regardé chaque pays de manière spécifique, mais bon, ben, on l'a vu, hein, c'est la stratégie globale qui a été menée. Alors, pas forcément dans des pays comme Taïwan, etc., mais comme le dollar a une incidence globale, parce que ben, toutes les matières premières, notamment, hein, et le pétrole, sont majoritairement échangés sur la base du dollar, bah, forcément, c'est pour ça que tout le monde regarde la Fed, hein. C'est parce que ça donne le ton pour l'ensemble. Donc, multi-devises. Alors, pourquoi pas après, c'est voilà, choisissez votre poison parce qu'aujourd'hui, bah, c'est un petit peu tout la même enseigne. Sauf, et là-dessus, il y a cette vidéo de grand angle, hein, notamment qui est des chaînes que je suis, qui l'évoque d'ailleurs Charles Gave sur l'Institut des libertés, la chaîne en parle aussi. Alors, je n'adhère pas à tout ce qu'ils peuvent dire, etc. hein, c'est toujours pareil. Hein. Il faut prendre différents sons de cloche. Mais l'Asie, ce qui est intéressant, et la Chine hein, plus particulièrement, c'est qu'ils accumulent de l'or depuis maintenant. En fait, ils se sont préparés. Après 2008, ils se préparent, ils se sont préparés à affronter ben, potentiellement une nouvelle crise majeure. Et ils n'ont pas suivi la même. Ils ne sont pas en mode là, on dévalue notre monnaie comme des cochons. C'est pas le choix qu'ils ont fait. Ils sont plutôt en train de créer. Ben, je crois que c'est dans cette vidéo, hein, il en parle hein, justement. Un espèce de, c'est que on a un deuxième soleil, quoi. Un deuxième centre de gravité. Avant, on avait principalement le dollar. Alors, il y a l'euro qui a émergé, mais qui a pas remplacé la chose, quoi. Et puis là, on a yuan, l'Asie, la Chine, notamment avec son yuan numérique. Ça va être assez intéressant de suivre ce qu'ils vont faire, mais qui, eux, ne dévaluent pas leur monnaie comme des cochons. Et du coup, c'est intéressant. Et moi, j'attends. Vous le savez, je peux pas le dire là publiquement, mais vous savez pour quelle raison j'attends dans quelques mois. Mais je ferai une diversification au niveau des devises dans le yuan et je m'exposerai d'ailleurs de manière générale à l'Asie au niveau investissement parce que bah, pour moi, les États-Unis bon, bah, ont attaqué leur phase de déclin et que la dernière phase, ça c'est si vous allez lire les articles, les publications de Ray Dalio sur les gros cycles macro au niveau de l'émergence et du déclin des économies euh, à travers l'histoire. Bon, ben, manifestement, là, au niveau de l'économie des États-Unis, on est plutôt en phase de déclin et en Europe, on est sur nord-est. Et puis, par contre, en Asie, c'est clairement là qu'est l'avenir. Bon, bah, là-dessus, Fabien, si jamais tu veux intervenir, hein, parce que je sais que tu as un peu des infos sur le sujet. C'est dommage, il n'y a pas Kaed, hein, lui c'est aussi intéressé. Ah bah si, il est encore là. Mais comme il est dans le train, je suis pas sûr qu'il puisse intervenir. Mais voilà, s'il y en a certains qui veulent réagir par rapport à ça, mais pour ma part, voilà, le futur se trouve plutôt dans les marchés émergents asiatiques. Et voilà, je vais me diversifier, même au niveau immobilier, plutôt dans ces pays-là. Ok, ça va.
jusqu'à maintenant, si vous voulez, alors j'essaie de retrouver le chat. Ah, voilà, converser. En fait, depuis tout à l'heure, je regarde pas le chat. Euh, Thomas. Ok, ouais, tu avais partagé juste le lien. Ok, super. Bon, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, même chose, vous pouvez faire le lever de main. Les marchés les plus résilients. Alors, alors ça, c'est une image que j'ai récupérée d'une vidéo YouTube. Je crois que c'était sur Zone Bourse, si je me souviens bien, qui classait en fonction de l'état. Bon, ben voilà, si on a de la croissance, si on n'a pas de croissance, si on a de l'inflation, si on n'a pas d'inflation, les typologies de placement où ça peut être intéressant de se positionner ou pas. Donc là-dessus, bon, vous l'aurez dans le mind mapping si vous voulez aller le voir plus en détail. Donc alors voilà, si tout est cher, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde de bulles, hein, on le voit hein, depuis 2008, le quantitative easing a alimenté tout ce qui est actif d'une manière un peu démentielle. Hein. Donc si tout est cher, qu'est-ce qui est le moins cher? Alors là, c'est une question que je pose, hein, j'ai pas la réponse. Franchement, j'ai du mal à savoir là aujourd'hui, ok, qu'est-ce qui est le moins pire? En fait, même le marché de l'art, hein, le marché de l'art ces dernières années a fortement grossi. Parce que ben, c'est aussi des actifs et c'est aussi une source de protection. En plus de ça, il y a une fiscalité assez potentiellement avantageuse sur ces marchés-là. Voilà, je pose la question, je vous pose la question à vous tous. Si c'est moins cher, qu'est-ce qui est le moins cher? Voilà, est-ce que vous avez des idées sur, en termes de marché, là aujourd'hui, qu'est-ce qui est le moins pire? Euh, donc voilà, s'il y en a certains qui veulent intervenir sur ce sujet, que Guillaume, Guillaume, si jamais, ouais, Thomas, Ouais, bah moi je peux parler un peu pour la partie art. J'ai racheté quelques petites choses là, dernièrement. Après, moi, c'est vrai que tout ce qui est le marché de l'art, j'y ai accès via un site qui propose des enchères en fait. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça permet de se positionner sur quelque chose qui nous intéresse au-delà de la partie financière. Avant d'investir financièrement, on va investir dans un objet d'art qui va nous parler, qui va nous intéresser, potentiellement qu'on va pouvoir mettre dans notre salon pour décorer. Donc, il y a un usage direct derrière. Et après, à la revente, bah, je ne sais pas trop encore ce que ça donne parce que je n'ai pas encore revendu les choses que j'ai pu acquérir jusque-là. ok. Mais pour répondre à la question, si tout est cher, qu'est-ce qui est le moins cher? C'est vrai que moi, dans cette partie art, aujourd'hui, c'est la partie investissement dans laquelle je me retrouve parce que potentiellement, je trouve ça plutôt très abordable. Euh, Il n'y a pas besoin de mettre des sommes folles en fait pour accéder à des objets d'art ou des objets rares ou des séries limitées. Pour prendre un exemple qui va paraître un peu caricatural, il peut arriver qu'il y ait des packs Lego en fait, des Lego rares. Là, dernièrement, j'ai vu passer, je m'étais mis dessus, mais il m'est passé sous le nez. C'était une boîte Lego anniversaire Indiana Jones. J'ai regardé sur Google, j'ai trouvé cette boîte-là à 800 euros. Ok. Et sur le site, là, il est parti à 260 euros. D'accord. Après, bon, faut faire attention entre ce qui est annoncé en termes de prix. Ça peut être parfois, il peut y avoir des annonces farfelues. C'est ce qui est intéressant. Alors, mais c'est compliqué à savoir sur ce type de marché, c'est à Ouais. quel prix ça part vraiment. Et le niveau Ouais, de bah après, en effet, ça part à un certain prix. Derrière, tu dois ajouter les frais de port Hmm, et tu as 10% de commission du site. Donc, c'est vrai qu'il faut comptabiliser ça dans l'ensemble. Et la boîte, je l'ai trouvée à 800 euros. C'est sur un site certifié Lego, en fait. Donc, c'est vrai que d'accord. ça m'a étonné. Mais on est sur un site d'enchères. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de prix minimum à atteindre, bah, une fois que l'enchère est terminée, c'est le plus offrant qui le gagne, quoi.
Parce que ça arrive aussi qu'il y ait des objets qui, eux, ont des prix minimum à atteindre. Et si ce prix n'est pas atteint à temps, bah, la vente, elle est annulée, quoi. Bon, bah merci pour le partage, Thomas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Ah bah moi je te rejoins sur l'or. Au final, être un peu à contresens de la masse et de ce qu'on voit sur les taux, qui a sûrement fait peur aux gens. Et contrairement à d'autres actifs, il est juste enfin il est proche de son ancien all-time high comparé à d'autres actifs qui sont déjà bien plus hauts. Donc pour moi c'est un des éléments intéressants, quoi. Et après pour tout le reste, je suis pas contre investir dans l'immobilier, la bourse, etc. Mais j'irai ou en DCA ou vraiment ou en attendant des corrections ou j'irai léger, quoi. Ouais, pour ma part, la bourse, j'ai tout sorti. Voilà, je suis vraiment pas à l'aise avec les niveaux qu'il y a. Voilà, j'attends dans quelques mois et je réallouerai dans quelques mois. Là, tout le travail pour ma part, hein, personnellement, tout le travail que là je fais, c'est en prévision. Alors, sauf là sur l'or, hein, comme je le disais, j'en rachète une somme sympathique parce qu'il a baissé. Donc, c'est juste qu'il faut que j'attende que le mouvement monétaire pour pouvoir en racheter se fasse. Mais ouais, ben ouais, clairement là, l'or, vu son niveau, la rigueur, c'est pour moi ce qui est le plus intéressant, quoi. Donc bon, voilà. Merci Guillaume. Alors, quand même, du côté de la bourse, bon ben les actions de type Air Liquide. Donc Fabien, vas-y. Oui, juste pour continuer un peu sur l'or, je voulais savoir si, parce que moi, j'essaye aussi de me diversifier sur l'argent. Tu vois, je voulais avoir un peu le point de vue parce que on parle beaucoup de l'or, mais l'argent qui le suit de près corrige aussi, a un peu plus de volatilité. Donc, ouais, moi, s'il y a du DCA sur de l'argent, je pense que ça peut être intéressant en proportion. Enfin, ce qui était recommandé, c'est dans les bouquins que j'avais lus et quelques formations, c'était du 80-20. Voilà, bon, c'était un petit partage. Moi, c'est ce que je fais. Ouais, j'ai pas- 80-20, je trouve que c'est pas mal en termes de volatilité, quoi. ouais, effectivement, Eh bien, parce que Mm. ça peut ça peut augmenter plus rapidement aussi. Mais voilà. Ouais, t'as raison. Effectivement. Après, ouais, alors, pour ma part, l'argent, je le verrais plus comme, ouais, effectivement, en proportion 20-80, c'est plutôt, je ferais pas du 50-50. Mais c'est pas ce dont tu as parlé, hein, tu as parlé de 20-80 et en 20-80 ou en 10-90, je serais à l'aise. T'as raison. Ça peut être une altcoin intéressante comparée à l'or. C'est pas mal du Paxos Silver. Ouais, ouais. Ouais, l'Ether, quoi. Petit Ether argenté, quoi. Super. Silver Crypto, je jette un œil, hein. Paxos Token Tutorials. Je crois pas qu'il. Enfin, c'est bizarre il l'ait pas encore lancé, ça. C'est bizarre qu'il l'ait pas encore lancé. Je jette un œil. J'ai pas fait de recherche au niveau argent tokenisé. Après, on peut en prendre sur Revolut de manière très simple. C'est vrai qu'il y a moins de support que. Pardon, j'ai failli éternuer. Il y a moins de support que sur diversifié que sur l'or. Damien, tu veux intervenir? Ouais, merci. J'arrive pas à lever la main là, je trouve pas le truc. Mais bon, moi, ma manière de voir, elle est très basique, mais bon, je suis pas non plus hyper à fond dans les investissements, mais je vois les marchés classiques, quoi, les actions qui sont dépendants de la monnaie qui arrive en masse et qui fait que ça monte. Et bon, si la monnaie suit, je pense que ça va monter. Donc, dans le fond, même si c'est pas cher, ça ne veut pas dire que ça va pas monter. Et je vois en opposé, je vois les choses plutôt palpables comme les métaux, l'or, tout ce qui est matière première. Enfin, notamment l'or, moi je vois ça comme une valeur refuge. Et en fait, je la vois en opposition. C'est-à-dire qu'en gros, j'imagine que si ça continue à monter la bourse, je me dis que l'or va continuer à baisser et que en fait, finalement, ce sera un investissement pour quand la bourse baissera, quoi. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Un risk-off et un risk-on. Bah,
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Après, je peux pas m'empêcher de penser que là, on a une surréaction sur le marché de l'or et du silver parce que bah, tout le monde avait un peu peur de ce qu'ils allaient dire hein, au niveau de la Fed, que au final, bon bah ça a rassuré et que du coup ça a fait baisser l'or, mais que bon bah on va commencer à se rendre compte, en tout cas c'est ma croyance, que l'inflation elle est un peu plus là pour durer que juste conjoncturelle, bah, les gens vont se remettre à se tourner vers l'or, quoi. Et alors là, ça va être intéressant hein, parce que toi, tu es plus versé que moi dans l'analyse technique. Mais il me semble qu'on reste quand même sur une tendance haussière sur l'or, quoi. Oui, 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 on est sur une tendance haussière long terme. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose de. Enfin, mais ça fait des années qu'on en parle, que c'est dangereux la situation depuis la crise de 2008. Mais bon, là, on est on est en 2021 et ils ont toujours les moyens de faire durer les choses. Là les taux vont pas monter avant un an et demi. Enfin, disons que ça peut durer encore longtemps. C'est-à-dire que moi, je ne mettrais pas toutes les billes dans un côté ou dans l'autre parce qu'en fait, il y aura un moment où ça va basculer. Moi, c'est comme ça que j'imagine les choses. Oui, je suis assez d'accord et ça va d'ailleurs venir sur la conclusion. Ben voilà, on en parlera sur la fin. La conclusion que je ferai, c'est qu'effectivement, comme d'habitude, faut pas faire all-in sur un truc. Moi, je pense que je vais renforcer là parce que j'aime bien le niveau auquel est l'or, tu vois. On en a une bonne zone de résistance à mon sens sur laquelle il est. Donc, j'espère que mon transfert d'argent va se faire suffisamment rapidement pour que je puisse me positionner avec le niveau auquel il est là. Parce qu'on a tac, tac, tac. On a quand même plusieurs points de contact autour de cette zone. Donc, à mon sens, il y a une zone de résistance par là. Et mais ensuite, c'est clairement pas pour faire du all-in complètement. Moi, je donne une dernière petite remarque sur l'or, c'est que c'est un actif qui n'est pas comme les autres quand même. C'est plus une sécurité qu'autre chose, c'est plus une assurance parce que c'est ce qui permet de lutter contre l'inflation. Moi, je vois plus pas ça pour gagner de l'argent comme une action, mais plus quelque chose pour éviter d'en perdre, quoi. Certes. Après, pour ma part, il y a quand même un truc qui a germé dans ma tête ces derniers temps. C'est que pourquoi l'or tokenisé, tel que le Paxos Gold, pour ne pas être exploité comme un moyen de paiement euh, à l'instar du Bitcoin. Et si ça devient le cas, bah, je pense que ça sera d'autant plus intéressant d'en posséder et que il y aura une espèce un, voilà, ça aura en fin de compte un espèce de double visage, hein. C'est d'ailleurs ce que Veracash a mis en place, hein. Là, je voyais Stekail qui parlait de Veracash, il me semble, dans le chat. Mais typiquement, c'est ce que Veracash a voulu mettre en place, c'est la possibilité de payer avec son or tokenisé. Et je pense que les cryptos amènent ce que je crois que c'était dans les années 70, si je dis pas de bêtises, ce qui a été retiré, la corrélation entre l'or et le dollar, quoi. Donc, est-ce qu'à l'avenir, on n'aura pas la possibilité tout simplement de dépenser son or tel qu'on peut commencer, enfin, c'est en train de venir, hein, tel qu'on pourra dépenser aussi potentiellement du Bitcoin ou de l'Ether? Ben, peut-être bien. Ouais, Fab. Ouais, je te rejoins sur cet aspect, en plus, d'autant plus que le jour où l'UE, elle cherche à taxer, l'UE ou les autres États à taxer les USDT, j'ai plus le terme exact de ces monnaies virtuelles. La USDT, c'est déjà les stablecoins, ça y est, ça y vient. Les stablecoins, c'est vrai que le Paxos Gold, en gros, elle pourrait peut-être pas taxer un Paxos Gold sur lequel, en fait, ça pourrait remplacer ces monnaies virtuelles. Et en fait, plutôt que de convertir vers de l'USDT, convertir vers du Paxos Gold et stabiliser comme ça en fait le marché des cryptos. Et en fait, ça
ça serait un peu le serpent qui se mord la queue, du style en 70, là, quand ils sont sortis les monnaies des stocks d'or pour s'endetter. Derrière, ça ramènerait, en fait, le Bitcoin ramènerait un étalon d'or. Enfin voilà, c'était une théorie que j'avais aussi sur le sujet, donc je te rejoins. Voilà, je voulais juste dire ça. Pas du tout, on s'est pas du tout concerté sur le sujet, donc c'est intéressant que nos réflexions aient convergé sur le sujet. Ouais, pour être exact, c'est en 71 que Nixon, avec les accords de Bretton Woods, a enlevé le fait de pouvoir convertir le dollar en or. Voilà. Alors, juste, je regarde les messages dans le chat. Où est-ce qu'il est passé le chat? Où est-ce passé le chat? Converser. Voilà. Boris, je ne vois rien qui cloche. Ah mince, ouais, désolé, mais ma question était sous quelle forme tu achètes de l'or via quel biais? Ok, d'accord. Bah alors, là, j'allais y venir après. Métaux, bon, bah, c'est pas grave, on va passer, je vais faire un saut. Ben, ETF, alors en physique. Moi, j'ai acheté de l'or physique via l'or tokenisé en Paxos Gold, via Veracash, via Revolut. Et puis, bon, on a les classiques ETF. Ouais, Thomas. J'ai une petite question par rapport à l'or physique. Il te faut un certificat, c'est ça? En fait, Parce que moi, de l'or. j'avais regardé avec Jonathan, que tu connais. Oui. Et en fait, lui, il avait été bloqué à cette étape-là en disant que ça l'embêtait de devoir certifier, avoir un certificat officiel au niveau de l'État, comme quoi il avait de l'or, en fait. Alors oui, en fait, quand tu achètes de l'or physique, alors des pièces d'or ou même des lingotins ou lingots, en fait, ils sont scellés dans des pochettes plastiques avec un certificat associé de manière à dire, bon, ben voilà, je l'ai acheté à tel prix, à tel moment, à mon nom, de manière à, d'un point de vue fiscal, et aussi, bon, bah, ça leur permet d'avoir une traçabilité sur qui possède de l'or, puisque dans l'histoire, ça s'est déjà produit où concrètement, il fallait, ben voilà, ils venaient toquer à la porte des gens pour pouvoir en récupérer. Mais je comprends du coup pourquoi Jonathan, ça l'embêtait d'avoir une traçabilité de l'or qu'il achète comme ça. Mais effectivement, tu as une certification et tu es enregistré, tu es tracé à ce niveau-là. Alors juste, je regarde de nouveau le chat. L'arcade, Revolut et Bitpanda pour achat or, argent et métaux précieux type platine. Ah, Bitpanda, d'accord. Ok, par contre, Bitpanda, ça doit être, c'est ce que tu convertis du coup tes cryptos. Donc, si tu convertis tes cryptos, ça veut dire imposition. Il y avait un token adossé à l'annonce de ce que j'avais regardé, mais pas encore mis sur le marché. D'accord, merci Kaed. Ok. Ok. Faut oublier que l'or et l'argent, c'est des métaux précieux utilisés dans les industries de pointe et haute technologie. C'est vrai, tu as raison, Kaed, mais c'est assez marginal par rapport quand même à l'ensemble de la masse de l'or. Diamant plus volatile et moins fiable. Oui, oui, tout à fait. Et puis plus difficile à revendre. Et ouais, beaucoup plus aussi de. Voilà, la 11 d'or, c'est facile. Par contre, les diamants, tu as plein de sous-ramifications en termes de couleur, en termes de pureté, en termes de taille, enfin, c'est en termes de qualité de taille. Donc, je m'y suis intéressé, hein, donc c'est plus complexe, un marché vraiment plus complexe. Euh, alors, et Thomas, et niveau courbe, je vois que le diamant est en opposé de l'or et l'argent. La courbe du diamant est montante. Là. Oui, 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 c'est possible. Après, c'est sur un ensemble. Et encore une fois, tu as des sous-ramifications au niveau du marché du diamant. C'est assez complexe. Ok. Pierre Jovanovic apporte beaucoup d'informations autour de l'or. Alors, ça me parle le nom, Damien. Je sais plus qui c'est. Je reviendrai. Merci. Ok, alors revenons au marché les plus résilients. Donc, les actions, la bourse, c'est un actif. Pour ma part, j'y mets plus un pied pour le moment, quitte à effectivement louper des choses. Mais je préfère attendre. Et puis bon,
on va dire la qualité d'un investisseur, c'est la patience. En tout cas, c'est mon point de vue. Actions qui sont en capacité de reporter les coûts de production dans le prix de vente. Donc, les actions sur lesquelles il peut être intéressant quand même de se positionner, ben voilà, c'est celles qui, parce que c'est celles qui ont la capacité, ils ont leur coût de matière première, parce qu'il n'y a pas tous les business qui ont la possibilité de reporter le prix pour conserver leur marge sur les produits finis. Donc là, il faut quand même s'intéresser à des actions et des entreprises qui ont la capacité de le faire. Alors, les actions liées à des fondamentaux, hein, forcément l'énergie et l'alimentation. Les actions qui ont souffert de la crise du Covid, hein, je pense que ça peut être un truc intéressant sur lequel se positionner. Encore une fois, moi, j'attends en fait pour refaire une diversification globale sur en fait début 2022. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, encore à ce moment-là, pour ma part, c'est s'il y a des actions que je considérerais comme sous-cotées parce qu'elles ont souffert du Covid et que on est dans de bonnes dispositions par rapport à cette crise, ça peut être intéressant de se positionner dessus. Et puis, il y a aussi des ETF spécifiques. Hein. Là, je vous en ai mis. Fidelity Stock for Inflation. Donc, ETF spécifiques qui existent. Le détail de comment ça a été sélectionné, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas précisé. Néanmoins, voilà, on le voit que cet ETF a pris de la valeur hein, depuis 2020. Et donc, voilà, c'est sur la. Alors, j'ai trouvé celui-là. Vous en avez certainement d'autres. Mais en tout cas, alors j'ai tellement bouffé de contenu entre les articles, les vidéos, les podcasts, mais celui-là était ressorti en termes de comparatif j'aurais dû mettre le lien. J'aurais dû mettre le lien. Donc voilà, il y a des ETF pour se protéger aussi de l'inflation. Donc vous avez le lien hein, si vous le cherchez, si ça vous intéresse. Alors les cryptos, oui, il y en a certains qui disent que ça peut être un moyen de se protéger contre l'inflation. Oui, mais si, il faudrait vraiment qu'on ait une grosse perte de confiance dans les monnaies. Mais si on a une grosse perte de confiance dans les monnaies et on a une inflation qui vraiment devient galopante, à ce moment-là, effectivement, les cryptos pourraient être, et je pense aussi, hein, de nouveau au Paxos Gold, hein, ça me semble assez cohérent. Et puis bon, le Bitcoin qui est de plus en plus cette réputation de réserve de valeur, pourquoi pas. Après, ce sera surtout les principales cryptos. Hein. Ça ne va pas être les shitcoins qu'on trouve dans tous les sens, ou en tout cas même les projets les plus volatiles et les moins costauds. L'immobilier. Alors là, je m'étais posé la question, est-ce que l'immobilier, effectivement, compte tenu des choix faits au niveau des banques centrales, je pense que l'immobilier reste intéressant. Alors pour ma part, pas en France. Je veux pas m'exposer plus à l'immobilier en France. Je vends d'ailleurs un appartement là. Ça sera plutôt moi à l'étranger et je reviens à l'Asie. Hein. Moi, je veux m'exposer au niveau de l'Asie, au niveau du marché asiatique. Et si vous voulez investir plutôt en France, à mon sens, c'est plutôt proximité alors soit de la pierre qui a un historique, qui a une valeur patrimoniale, qui a un cachet, euh, qui va pas, voilà, qui a une antériorité, soit à proximité des centres de production résilients. Et ça, c'est important sur l'aspect résilient, hein, parce que si l'économie prend cher, et on en revient, hein, énergie, alimentation. Je pense que ça, c'est des éléments qui sont stratégiques aujourd'hui. Et de miser sur de l'immobilier à proximité de centres de production de ce type peut être intéressant. Alors l'art, on l'a évoqué tout à l'heure. L'art, ça c'est aussi une diversification qui peut être possible. Alors pour ma part, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout aujourd'hui. Et de la même manière, je m'y intéresserai, mais à l'avenir. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas un truc sur lequel je me suis particulièrement penché. Il y a des possibilités en plus de ça de faire des optimisations fiscales. Hein. Fabien, tu te rappelles, j'avais échangé, je t'avais invité à échanger avec ce monsieur. Et c'est un truc en fait qui est assez commun, ce qu'il proposait. C'est quelque chose que d'autres entreprises proposent, à savoir c'est le fait d'investir dans des œuvres d'art via sa société, de louer l'œuvre d'art de manière ensuite à pouvoir le racheter d'une manière
détourné, on va dire. C'est un petit peu, ça peut être voilà, considéré comme borderline, mais apparemment ça se fait. Euh, pour racheter à la fin cette œuvre d'art, mais en ayant fait supporter une partie du coût à la société. Voilà. Donc c'est une manière de faire sortir de l'argent des boîtes tout en se diversifiant dans une autre classe d'actifs. Objets précieux, eh ben, montre, voiture, là on en parlait aux États-Unis, les voitures d'occasion, le prix a augmenté. Moi, typiquement, la voiture que j'ai achetée il y a de ça un an, qui est de type sportive haut de gamme, eh ben, son prix n'a pas baissé. Elle a gardé sa valeur malgré l'utilisation que j'ai pu en faire. Donc bon, voilà. Après, ça reste quand même des choses qui sont à la marge, mais qui peuvent potentiellement être intéressantes. Pierres précieuses aussi, on en parlait tout à l'heure dans le chat, hein. Effectivement, les diamants, pourquoi pas. C'est encore une fois une source de diversification. Que ce soit des éléments qui pèsent fortement dans votre patrimoine, je pense que c'est une mauvaise idée, mais sur des 1 ou 2% en termes de diversification globale, ça peut être, je pense, intéressant. Alors, je regarde de nouveau les échanges dans le chat. Ok, on ne peut pas considérer le Pax Gold comme une crypto. Alors pourquoi, Damien, on ne peut pas considérer le Pax Gold comme une crypto? Bah, parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas une crypto dans le sens fondamental du terme où il y a une véritable utilité technologique. Si tu veux, c'est comme un ETF. Le cours est un clone du cours du gold, c'est-à-dire que comment dire, si le gold monte, bah, le Paxos il monte, s'il baisse, le Paxos baisse. Ça n'a presque rien à voir avec les Ah, c'est un cryptos. Si token. les cryptos baissent, le Paxos ne va pas bouger. Ouais, non, C'est t'as comme raison. un stablecoin. C'est un token. Ouais, c'est un token. Ça a les avantages de toute la technologie blockchain. Et c'est du token, tout à fait. Après, ça pourrait très bien être utilisé en termes de moyens d'échange, au final, comme l'USDT, qui tokenise au final le dollar. Euh, bon, voilà. Ouais, mais en tout cas, il y aura jamais de décalage entre le cours de l'or réel, enfin le cours de l'or traditionnel, tout comme il n'y a pas de décalage entre l'USDT et le cours du dollar. Alors, il y a parfois quand même de la volatilité, notamment sur le Paxos Gold, hein. Tu as parfois tellement de demandes que tu as le prix qui augmente sensiblement plus que le prix de l'or, hein. Après, tu as raison, ça reste épisodique. Ça reste comme sur l'USDT d'ailleurs. Parfois, il y a trop de demandes et du coup, un USDT vaut plus qu'un dollar. Ouais, Mais ouais, ça c'est lié ça reste- aux mécanismes d'arbitrage qui font que ça devient en définitive, le cours revient à la valeur. C'est lié au fonctionnement, quoi. mais après, si t'as effectivement le Paxos Gold, il y a normalement, en tout cas, c'est comme ça que c'est annoncé au niveau du Paxos Gold, tu as vraiment de l'or qui est derrière, quoi. Et Ouais. si effectivement tu as plus de demandes sur le Paxos Gold, bah, ça veut dire qu'il faut qu'ils augmentent la réserve d'or, ce qui veut dire que ça va potentiellement, bah, ça tend d'autant plus, ça fait d'autant plus de demandes. Et s'il y a une demande de Paxos Gold parce il a une utilité en termes de moyens d'échange, à mon sens, ça va quand même tirer les prix vers le haut. Oui, 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 mais alors il faudrait faire. Je me rends pas compte des quantités, mais ça doit tellement être minuscule par rapport Pour l'instant, ouais, à la masse de l'or mondiale. tu as raison. C'est effectivement dans le cas où, mais on est encore au tout début de tout ce qui se passe au niveau des cryptos. Donc bon, c'est une théorie, quoi. C'est une théorie, mais qui pourrait, enfin, moi, je sais pas, je la trouve assez, tu vois, je trouve qu'elle a une potentialité de survenance qui est pas anodine, quoi. Voilà. Donc pour revenir aux métaux, bon ben l'or classique, hein, et là-dessus on en a parlé déjà. Après il y a aussi le platine et l'argent. Le platine, je dois avouer que je me suis pas du tout penché dessus. Juste je l'ai noté parce que c'est une source de diversification. Et puis bon ben l'argent on en a déjà parlé. Après en termes d'autres types d'investissements, alors et on a les obligations indexées à l'inflation, les OIL. Alors là-dessus, bon le problème c'est que bah, derrière, c'est des dettes d'État. Et bon, bof, quoi. Pour ma part, je suis pas.
Je suis moyen serein à m'exposer aux dettes des États. En tout cas, enfin, ça dépend des États, mais d'une manière globale, je suis moyen serein. À la rigueur, quand même, même chose, hein, je suis plus serein à aller m'exposer aux dettes, à des obligations sur la Chine que des obligations sur la France. Néanmoins, il y a des outils qui existent. Et là aussi, hein, je suis tombé sur des articles qui en faisaient une sélection. Donc, je vous les ai par ordre du mieux au moins bien. Les deux là, les deux premiers sont de niveau équivalent, mais voilà, c'est indexé sur l'inflation. Donc, ça permet d'avoir un rendement et un prix des obligations qui suivent l'inflation. Donc, ça permet d'avoir une protection aussi. Alors, le private equity aussi, de la même manière, il est alimenté par la monnaie et l'argent qui est disponible et les taux bas. C'est intéressant aujourd'hui si on est bien en amont sur les projets les plus intéressants en fait, ceux qui ont le potentiel. Et là-dessus, pour moi, le private equity, c'est du côté de la Silicon Valley, c'est du côté des États-Unis, c'est là où il y a l'industrie du private equity, des business angels qui est la plus importante. C'est là où on a le plus de possibilités de faire des exits. Donc pour moi, c'est intéressant. Alors, même chose, hein, toujours pas de all-in, diversification et pour moi, pas plus de 5% de mon capital. Voilà, en conclusion, en conclusion, pour moi, comment se protéger? Il faut faire de la perf. Un des moyens de se protéger, c'est comme en fait en tout temps, c'est de faire des investissements qui vont performer, qui vont augmenter notre patrimoine et qui vont augmenter plus que ce qu'il y a d'inflation. Après, c'est la stratégie du mille pattes hein, qui a déjà été évoquée, tout simplement. Bon, bah voilà, mille pattes, si on a trois pattes ou même une dizaine qui sont coupées, et ben on en a encore 990 à côté. Pas de all-in. En fait, au final, en période d'inflation, ça change pas tellement la stratégie globale. Hein. C'est OK, on se diversifie. On va peut-être augmenter les allocations un peu plus sur certaines typologies d'actifs. Mais on est dans un monde aussi aujourd'hui qui est un peu particulier où on n'a pas vraiment de précédent avec le quantitative easing, les taux qui sont vraiment très bas. Quand on a un niveau d'incertitude comme ça, où on n'a pas de précédent et où l'avenir est incertain, eh ben, c'est de se diversifier et de faire un money management qui soit le plus résilient possible et préparé à tout le scénario. Donc, au final, conclusion, en cas d'inflation, voilà, on garde la même stratégie que quand on n'a pas d'inflation, c'est de la diversification et d'aller chercher de la performance. Voilà, le seul truc qui ressort au final globalement de tout ça, c'est que est-ce qu'on va aller vers de l'inflation? Je dirais que globalement, oui, parce que les décisions des banques centrales vont dans le sens de continuer à pousser l'inflation parce que ça arrange bien les États et que ça permet de sortir de la peur de la déflation. En fin de compte, d'aller vers les marchés qui ont de l'avenir en termes de croissance. Et là, de ce côté-là, c'est l'Asie. En tout cas, c'est mon point de vue. Là aussi, ça me paraît assez logique. Voilà pour ma présentation. Ça fait déjà 1h30 de présentation. Est-ce qu'il y a des interventions de certains d'entre vous? Est-ce que vous voulez réagir davantage ou poser des questions? J'essaierai d'y répondre au mieux par rapport à tout ce que j'ai pu gagner comme information sur le sujet. Une chose dans le même système, vous pouvez soit mettre des messages dans le chat, soit faire lever la petite main.